Bien, bonjour à tous. Il est 9h15 passé Et maintenant. maintenant, Nous allons nous allons commencer commencer cette cette conférence conférence introductive à introductive la à la journée journée de lancement du de projet lancement du Type projet L. Type L. Monsieur le député, Monsieur le député, bonjour. bonjour Bonjour à toutes les personnes qui sont dans la dans la salle salle virtuelle. virtuelle. Monsieur le député, je Monsieur le voulais, au nom de député, toute je voulais l'équipe L, vous remercier et les partenaires du projet, vous remercier d'avoir accepté d'intervenir ce matin dans le cadre de cette journée de lancement. Monsieur le député, pour vous présenter rapidement, vous êtes député de la première circonscription de la Loire et durant votre vie politique et au travers de vos nombreux travaux parlementaires, vous êtes spécialisé au fil du temps sur les questions de jeunesse, d'éducation et de formation, de vie associative, de sport, de risque au travail, de politique sociale. Vous êtes vice-président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous avez dans ce cadre été désigné comme co-rapporteur avec la députée de la Loire, Nathalie Sarl, pour une mission d'évaluation de la loi orientation et réussite des étudiants de mars 2018, bénéficiant de l'appui de la Cour des comptes. Vous avez dans ce cadre-là remis un rapport d'information déposé par le comité d'évaluation des contrôles des politiques publiques le 22 juillet 2020. Le rapport s'intitule « Accès à l'enseignement supérieur pour une orientation choisie plus que subie ». Ce rapport fait une synthèse des politiques en matière d'orientation, brosse le constat de leur mise en œuvre et notamment les effets de la mise en place de la loi ORE. Le rapport met en avant un bilan en demi-teinte de la mise en place de ces politiques de l'orientation, car vous montrez qu'il y a eu beaucoup de réformes successives au travers qui impactent des acteurs qui ne sont pas forcément coordonnés ou qui n'ont pas forcément une culture dédiée à l'orientation de la même manière. Vous montrez bien l'importance de la construction d'une culture commune entre le supérieur et le second degré en matière d'orientation. Votre rapport montre également le poids des inégalités face à la fois sociale, à la fois territoriale, notamment à cause de l'inégale répartition des établissements du supérieur sur le territoire. Il met en avant le poids de l'autocensure liée à l'origine sociale, liée au genre. Il met en avant l'évolution du système avec la mise en place de Parcoursup, avec notamment l'apparition des parcours oui-si. Ce rapport étayé de nombreuses études de recherche de sociologues de la formation, de l'éducation, de sciences de l'éducation, notamment, a pour vocation de faire des propositions afin d'améliorer la mise en place de l'orientation dans le second degré et le supérieur. Nous sommes très heureux de votre présence, monsieur le député, pour le lancement de ce projet L, qui signifie accompagner à l'intégration des lycéens dans l'enseignement supérieur, qui est un programme d'investissement d'avenir et plus particulièrement l'action territoire innovation pédagogique dans son volet préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ce projet L se réalise dans la région Grand Est, plus particulièrement en partenariat avec les académies de Nancy-Metz et de Reims, les universités de Lorraine, l'université de technologie de Troyes et l'université de Reims qui est le porteur du projet. Ce projet porte une philosophie de culture, du développement à la formation et à l'orientation, l'innovation concernant les dispositifs, des actions et le développement de la culture de la co-construction. Ce projet vise à donner envie aux jeunes de se lancer dans une démarche d'orientation de qualité et proactive, leur donner confiance et limiter l'autocensure pour oser explorer les horizons possibles. Ce projet doit assurer une meilleure orientation et intégration des lycéens, quelles que soient leurs origines, leur parcours et leurs compétences. Il doit également favoriser l'épanouissement dans les études et dans l'insertion professionnelle. Alors, ce projet touche de nombreux établissements des deux académies qui sont présentes dans cette salle virtuelle. Votre auditoire, monsieur le député, est composé ce matin des acteurs des académies de Nancy, Metz, de Reims, des acteurs du second degré, des acteurs de l'enseignement supérieur, qu'ils soient en responsabilité d'établissement, de services académiques ou universitaires, liés à la formation, à l'enseignement, à l'orientation ou à l'insertion, qu'ils soient enseignants ou enseignants-chercheurs, élèves, étudiants, acteurs au quotidien de la formation, de l'enseignement, de l'orientation et de l'insertion. Alors, votre conférence ce matin introductive va s'intituler « Améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, quelles perspectives pour quelles actions possibles ?» Je vous remercie une fois encore au nom de toute l'équipe L et des personnes présentes dans la salle de votre participation ce matin. Vous allez avoir un temps de communication et puis les participants qui sont maintenant bien tous rentrés dans la salle pourront poser des questions. Il y a un petit fil de discussion, vous voyez dans le webinaire, qui s'appelle questions-réponses. N'hésitez pas au cours de cette conférence que vous puissiez poser des questions. Et puis Maxime, donc, qui est avec moi en face de moi, chef de projet, fera l'animation et remontera et on aura un temps un petit peu d'échange après votre intervention.
Je ne serai pas plus longue, monsieur le député, merci. Je vous laisse la parole. Et puis, nous nous retrouvons tout à l'heure pour les questions-réponses. Bien, merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir de façon virtuelle dans ce temps d'échange ce matin, effectivement, dans le cadre du projet L. Et je suis vraiment ravi de pouvoir discuter, échanger, avoir vos retours de terrain sur un rapport d'évaluation des politiques publiques. Je vais en dire un mot là tout de suite, qui bien évidemment ne clôt pas un débat. Au contraire, il a vocation à susciter des réactions, des retours d'expérience, des prolongations sur le terrain. Et avec ma collègue qui est aussi députée de la Loire, puisque je suis député de Saint-Étienne, Nathalie Sarle, qui m'a accompagné dans ce travail d'évaluation. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer à ce type d'échange. Un mot peut-être pour vous dire, puisque c'est le troisième mandat en tant que député, je suis élu depuis 2007, donc j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de rapports, une bonne vingtaine, et en particulier au sein du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Alors c'est un comité qui est un peu moins connu, on va dire, des autres commissions permanentes ou des commissions d'enquête dont vous entendez beaucoup parler à l'Assemblée nationale, mais qui est extrêmement important en fait dans le fonctionnement du Parlement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'article 24 de la Constitution dit que le Parlement vote la loi, elle vote trop de lois d'ailleurs, trop bavarde. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire un rapport sur cette question-là, sur la fabrique de la loi. Elle contrôle le gouvernement, c'est la deuxième fonction. Et puis, et ça on l'oublie souvent, la troisième fonction, c'est qu'elle évalue les politiques publiques. Le Parlement évalue les politiques publiques. Et à l'Assemblée, on s'est doté en 2008-2009 d'un outil qui s'appelle le comité d'évaluation et de contrôle, et qui permet de travailler à la fois de façon transpartisane, à chaque fois avec un rapporteur de la majorité, donc c'était ma collègue Nathalie Sarle, un collègue de l'opposition, ce qui pousse d'ailleurs à se mettre d'accord sur les constats en commun, mais aussi sur des propositions. Donc ça donne de la force, je dirais, aux rapports parlementaires qui sont rendus au sein du comité d'évaluation et de contrôle. Il faut savoir qu'on travaille sur une période de 9 mois à 12 mois en général, donc c'est un travail approfondi. Par exemple, dans le cadre du rapport sur la loi ORE, on a eu l'occasion de pouvoir auditionner une quarantaine d'acteurs. Ce n'était pas évident dans le contexte de la crise sanitaire, parce qu'il a fallu le faire comme on le fait aujourd'hui, sous forme de visioconférence. Mais nous sommes allés aussi sur le terrain, profitant d'une accalmie entre deux confinements, et notamment dans notre département de la Loire, pour y compris visiter les équipes pédagogiques de 2 lycées de nos circonscriptions. Donc c'est un travail au long cours, qui est plus approfondi que ce que peut faire une mission d'information parlementaire, qui travaille sur 6 mois, ou une commission d'enquête. Et puis surtout, c'est un travail qui peut éventuellement être précédé d'un éclairage que l'on peut demander, ce qu'on appelle une assistance de la Cour des comptes. Ça a été le cas pour cette mission. D'ailleurs, on a bénéficié des travaux pendant 1 an là aussi, des conseillers de la Cour des comptes avec qui on s'est mis d'accord sur une feuille de route et qui ont pu nous faire un constat. Alors, ceux qui voudront aussi lire le rapport de la Cour des comptes, il est extrêmement intéressant sur la loi orientation et réussite des étudiants. Et puis, ce qui est très important, l'évaluation d'une politique publique, c'est de regarder par rapport aux objectifs de la loi en 2018, les résultats qui ont été obtenus. En général, on attend 2 ou 3 ans, c'était le cas là, après la mise en œuvre d'une loi, parce qu'avant, c'est trop tôt. Et puis surtout, ce qui est important dans ce travail d'évaluation, c'est de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été efficace, efficient, et éventuellement proposer des correctifs, des modifications pour améliorer le cadre législatif. Voilà à quoi sert le comité d'évaluation et de contrôle. Et ce qui est très important, c'est qu'en fait, après la remise du rapport, il y a une suite. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'inscrire ce rapport en examen à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On l'a présenté à la fois au comité d'évaluation et de contrôle, mais on l'a présenté aussi il y a quelques semaines à la commission des affaires culturelles, dont je suis effectivement le vice-président.
Et c'est vrai que dans le passé, j'ai pu, en plus de ce rapport sur l'orientation et la réussite des étudiants, travailler aussi sur d'autres sujets qui touchent à l'éducation, la mobilité sociale des jeunes en 2013, où on avait déjà un petit peu commencé à travailler avec mon collègue Jean-Frédéric Poisson sur les questions d'orientation, mais pas seulement. Et puis, plus récemment, aussi avec une autre collègue de la majorité à l'Assemblée nationale, et il y a un an, on a travaillé sur l'évaluation du système éducatif. Donc, c'est les sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler plus récemment. Pour en venir à notre rapport, bien évidemment, la question était l'évaluation de la loi orientation et réussite des étudiants, qui a été promulguée le 8 mars 2018. Et donc, nous avons à la fois travaillé sur la question du fonctionnement de la plateforme d'affectation Parcoursup. Ce n'est pas un sujet qu'on va aborder ce matin. On a travaillé sur un autre sujet qui est un sujet, là pour le coup, vraiment d'actualité, c'est l'accompagnement des étudiants à leur arrivée dans l'enseignement supérieur, avec toutes les difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui, depuis un an, je dirais, dans cet accueil des étudiants, et notamment ce fameux dispositif WICI de Parcoursup. Et puis, et c'est ce dont on va discuter ce matin, nous nous sommes intéressés dans ce premier bilan de la mise en œuvre de la loi orientation réussite des étudiants à la question du processus d'orientation on a qualifié alors de façon un petit peu rapide, mais de maillon faible de notre dispositif aujourd'hui dans l'éducation nationale. Comme vous le savez, dans le cadre du plan étudiant qui a été présenté en 2017 et puis de cette fameuse loi ORE, ont été prises deux principales mesures au titre de l'orientation. La première de ces mesures, c'est la mise en place d'un second professeur principal nommé par les chefs d'établissement au lycée pour assurer un suivi plus personnalisé des élèves et les guider dans leur projet d'orientation. Et puis la deuxième mesure principale, c'est que 2 semaines doivent être consacrées à l'orientation aujourd'hui en terminale. Une première semaine qui permet d'aider les lycéens à préciser leur projet d'avenir, et puis une deuxième semaine dans lesquelles les lycéens sont accompagnés en fait dans la formulation de leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Là aussi, puisqu'on était en pleine actualité, on a pu mesurer en mars, avril, mai, tous les efforts qui ont été accomplis, et des efforts vraiment remarquables des équipes pédagogiques, des chefs d'établissement, des enseignants, des professeurs principaux, des CPE, enfin bon, bref, des psyN, enfin je veux oublier personne, pour accompagner, parce qu'il n'y avait pas de contact physique avec les lycéens, et dans la formulation des vœux, l'inscription notamment, il fallait soit décrocher son téléphone, parfois le week-end, tard, et tout ça a été quand même très très bien réalisé dans une année qui a été compliquée. Dans le cadre de la réforme du lycée, vous le savez, parallèlement, un volume de 54 heures est prévu dans les lycées généraux et technologiques. Alors, dans les lycées professionnels, c'est 265 heures sur 3 ans qui sont inscrites pour le coup dans la grille horaire des élèves et qui sont dédiées à la consolidation, l'accompagnement personnalisé et la préparation à l'orientation. Alors, nos auditions ont conforté en fait le constat de la Cour des comptes sur la réalité et le contenu de ce créneau, des semaines d'orientation en particulier et de ces heures, qui sont parfois, je dirais même souvent, utilisées dans les lycées pour achever le programme, pour faire du renforcement disciplinaire ou de l'accompagnement personnalisé, mais pas à ce qu'ils sont dédiés en principe, c'est-à-dire de l'orientation. Alors, c'est vrai aussi dans les collèges, vous le savez, puisque à la rentrée 2019, un volume horaire annuel de 12 heures en 4e et de 36 heures en 3e doivent être consacrés à l'accompagnement à l'orientation. Mais nous avons là exactement le même problème que pour le créneau des 54 heures au lycée, l'absence, en fait, d'inscription dans la grille horaire obligatoire des élèves, et donc un caractère
indicatif, qui pour nous veut dire aussi facultatif. Il se trouve que dans la réforme du lycée aussi, le choix des spécialités en fin de seconde générale, puis en fin de première. Voilà, j'ai un de mes fils qui était en première l'an dernier, qui est aujourd'hui en terminale, donc qui a un peu essuyé les plâtres, entre guillemets, de cette réforme. Là aussi, on a eu effectivement un impact important de ces mesures de la réforme du lycée. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2018 et en 2019, les semaines d'orientation ont été organisées de façon très inégale et sur le territoire. Et le temps qui est cumulé, qui a été consacré à l'orientation, a été en définitive souvent très inférieur à 2 heures. L'autre réforme qui est intervenue en même temps que la loi orientation et réussite des étudiants, c'est la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, là aussi en 2018, et vous savez, avec un nouveau partage des compétences entre l'État et les régions en matière d'information et d'orientation. Des conventions entre l'État et les régions doivent être signées. Au moment où on a rédigé notre rapport, il n'y en avait que très peu. 3 régions seulement avaient signé ces conventions qui servent à préciser, ça c'est très important, les missions et l'articulation entre les services de la région et ceux de l'État dans les outils d'information et d'action qui sont mis à disposition, en particulier des élèves des établissements du second niveau, les lycées. Donc, très peu de régions avaient signé ces conventions. Il y en a un petit peu plus à l'heure actuelle. Et puis, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que plusieurs régions, je ne sais pas si c'est le cas en Grand Est, avaient créé des agences de l'orientation pour développer des plateformes web, en particulier sur les offres de formation et les processus d'accompagnement. Alors, bien évidemment, quand on parle de politique régionale de l'information, eh bien, plusieurs de nos interlocuteurs, ceux qu'on a auditionnés pendant nos travaux, nous ont fait part de leur inquiétude sur cette régionalisation, entre guillemets, de l'information, sachant que, bien évidemment, nous souhaitons, en tant que législateurs, que l'aide à l'orientation reste de la même qualité sur l'ensemble du territoire. Alors, je disais tout à l'heure, la réforme du bac a eu aussi un certain nombre de conséquences, notamment sur l'orientation, puisque dès la seconde, elle impose aujourd'hui une réflexion sur des choix plus larges de matières, et bien évidemment avec un certain nombre de conséquences sur le stress, alors pour les lycéens, mais aussi pour leurs parents, pour les familles, et le fait aussi que, pour le moment, on dispose d'assez peu d'informations sur l'impact de ces choix de spécialité et sur les critères qui sont retenus par les commissions d'examen de vœux de Parcoursup. Et avec cette crainte qui s'est développée chez beaucoup de lycéens de voir un certain nombre de portes se fermer s'ils ne faisaient pas le bon choix, entre guillemets, de spécialité. La deuxième conséquence de la réforme du lycée et du bac, c'est que cette réforme relativise la notion de classe. Parce que possiblement, bien évidemment, on a un impact, les spécialités fait qu'aujourd'hui, on peut être dans des configurations très différentes, et donc on n'a plus cette notion de classe unique. Et donc, ça a des conséquences aussi sur le suivi des professeurs principaux, qui ont un rôle clé dans l'orientation, on va en parler, et peut-être aussi que ça limite cette possibilité d'avoir un référent bien identifié de la part des lycéens pour s'y retrouver dans ce qu'il faut bien appeler quand même le maquis de l'orientation. Et donc, ces réformes successives visent à donner plus de place à l'accompagnement, à l'orientation, mais ce qu'on a pu relever, nous, dans l'évaluation, c'est qu'il y avait un décalage entre les textes et la réalité, mais qu'on retrouve aussi dans l'organisation du système d'orientation, puisque nous avons de multiples acteurs aujourd'hui. Et ce que nous disons, c'est que ces acteurs peinent
à se coordonner. Bon, il y a d'abord les chefs d'établissement avec des missions très précises qui tiennent à l'organisation du travail dans l'établissement. Ils président les conseils de classe avec leurs adjoints, ils se prononcent sur l'orientation et puis, comme vous le savez, les chefs d'établissement ont la responsabilité aussi d'élaborer le projet d'établissement et dans lequel, d'ailleurs, est organisé lui-même le projet d'établissement en termes d'orientation. Or, aujourd'hui, on a pu constater comme la Cour que 10% des lycées ne prévoient pas de volet orientation dans leur projet d'établissement. Donc les chefs d'établissement ont un rôle décisif dans la place qu'il leur est donnée à la préparation et à l'orientation, mais le gros bémol, c'est qu'ils sont 40% des chefs d'établissement à nous dire qu'ils n'ont jamais été formés à cette tâche. Il y a autre acteur, le rôle croissant des professeurs principaux. Ils portent une appréciation après concertation avec l'équipe pédagogique sur les fiches à venir, comme vous le savez, et ils éclairent le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun des vœux des élèves. Cette fameuse période que j'évoquais tout à l'heure du mois d'avril. Tout au long de l'année, les professeurs principaux donnent aux élèves des informations sur les attendus des formations de l'enseignement supérieur et participent à des actions spécifiques, que ce soit les semaines de l'orientation, les périodes d'observation au milieu professionnel ou d'immersion dans l'enseignement supérieur. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important. La DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, nous a indiqué qu'en 2018 et en 2019, il y avait des difficultés à trouver des volontaires pour ces responsabilités de professeurs principaux, notamment dans 8 académies. Certains enseignants nous ont aussi dit, lors des auditions, qu'ils regrettaient l'empilement des tâches des professeurs principaux. Et c'est vrai que quand on regarde les textes officiels, entre les missions des chefs d'établissement, les missions des professeurs principaux, les missions des psychologues de l'éducation nationale, on peut retrouver un certain nombre de chevauchements. Là, c'est un problème et c'est le rôle du comité d'évaluation et de contrôle de mettre le doigt dessus pour essayer de simplifier, je dirais, ce système. Là aussi, et selon l'enquête de la Cour des comptes qui a précédé nos travaux, 85% des professeurs principaux disent ne pas être formés à cette fonction de l'orientation. Lorsqu'ils sont accompagnés par les professeurs principaux, on a pu constater que les 3/4 des lycéens étaient satisfaits, mais le gros bémol, c'est qu'un tiers des lycéens continuent à ne pas bénéficier de conseils au moment de leur choix d'orientation. Voilà, ça c'est les chiffres de la Cour des comptes et ils sont extrêmement parlants. La DGESCO nous a fait part aussi d'un projet très intéressant que nous avons soutenu dans le rapport avec Nathalie Sarl, qui est un projet qui est en cours d'expérimentation, qui peut-être sera mis en place à la rentrée 2021. Je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on connaît des conditions aujourd'hui dans l'éducation nationale assez exceptionnelles, comme dans tous les secteurs d'activité. Il s'agit en fait d'un projet qui consiste à créer des professeurs référents d'élèves, les PRE, qui pourraient être chargés du suivi d'un groupe d'une dizaine ou d'une douzaine d'élèves sur les 2 années de première et de terminale. Ça veut dire à peu près un tiers des élèves d'une classe. C'est, nous le pensons, un projet qui permettrait un meilleur suivi personnalisé des élèves et bien évidemment, ces professeurs référents d'élèves, l'idée c'est qu'ils ne seraient pas en charge des lourdes missions administratives dont les professeurs principaux sont aujourd'hui les principaux responsables. Alors, comme je l'ai dit, normalement, cette réforme devait être mise en œuvre à la rentrée 2021, mais bon, on va attendre de voir ce qu'il en est précisé. Alors, la troisième catégorie d'acteurs sur notre système d'orientation, ce sont bien évidemment les psychologues de l'éducation nationale.
Je n'hésitais pas à aborder dans un ordre particulier ou préférentiel, hein, bien évidemment, mais ce sont les anciens conseillers d'orientation. Alors, ils contribuent à la fois à créer les conditions d'un équilibre psychologique des adolescents, ils contribuent à la conception du volet orientation des projets, d'établissement, ils participent aux actions de lutte contre le décrochage, et là-dessus, les retours sont nombreux, et ils ont aussi de très nombreuses missions d'accompagnement en lien avec les équipes pédagogiques. Certains psychologues de l'éducation nationale dirigent, comme vous le savez, un centre d'information et d'orientation. Et puis surtout, c'est un constat, on n'est pas les seuls à le faire, on compte seulement un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves. Ce sont des effectifs extrêmement faibles à mettre en regard de leurs nombreuses missions d'accompagnement des équipes pédagogiques, et notamment des professeurs principaux. Malgré les interventions dont ils sont chargés, le positionnement des psychologues de l'éducation nationale manque incontestablement de clarté, car le concours des psychologues de l'éducation nationale comprend une dimension psychologique dominante qui relègue finalement quelque part au second plan la connaissance des métiers, et ce qui a un impact sans doute sur la perception de leur travail, notamment par les lycéens. Donc là, il y a vraiment quelque chose à clarifier. L'autre point, c'est la place croissante du numérique dans l'orientation. Vous avez tous pu constater, et pas simplement dans la période la plus récente. C'est sans doute dans cette place croissante du numérique qu'on peut relever les plus flagrantes inégalités entre les lycéens. Cela a été d'ailleurs pointé par la Cour des comptes, en particulier le fait qu'aujourd'hui se développait un marché de l'orientation qui était d'ailleurs assez principalement capté par des acteurs des établissements privés et qui étaient en position de force, mais qu'aujourd'hui, nous avions un foisonnement d'initiatives et que par rapport à cela, par rapport au développement de la place croissante du numérique, il fallait rappeler le besoin absolu d'accompagnement humain pour les lycéens afin de décrypter les informations qu'ils recueillent notamment sur la toile. Et nous pensons, avec Nathalie Sarde, qu'il est prioritaire de proposer aux lycéens une offre de référence labellisée, claire, par rapport à la profusion de ces outils disponibles. Vous savez que différents travaux scientifiques convergent aujourd'hui pour relever les inégalités dans le processus d'orientation. Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont les lycéens défavorisés qui cumulent à la fois une information tardive, un défaut de personnalisation des conseils et parfois, faute de temps, le manque d'implication d'équipes pédagogiques. Alors, c'est la question de l'autocensure que vous avez relevée tout à l'heure, Madame la vice-présidente. Je ne vais pas la détailler, mais dans notre rapport, nous l'évoquons de façon extrêmement précise. À l'autocensure sociale, bien connue, s'ajoute une autocensure de genre et qui se traduit par une inégale répartition des filles et des garçons selon les filières de formation. Et donc, par exemple, on sait que dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur, on a tendance à retrouver effectivement chez les diplômés du supérieur, par exemple, 30% des filles chez les ingénieurs seulement et 40% des docteurs en sciences. Donc là aussi, bien évidemment, à l'autocensure sociale, une autocensure de genre qui se rajoute. Alors, après ces constats sur, bien évidemment, le processus d'orientation, j'en viens rapidement, parce que mon temps va être bientôt écoulé, aux propositions. Nous avons dit que l'accompagnement à l'orientation était aujourd'hui crucial et que cela devait devenir une réalité dans l'ensemble des lycées. Alors pour cela, nous avons repris une proposition qui avait été faite
également dans le rapport de la Cour des comptes, qui est d'inscrire comme obligatoire dans l'emploi du temps des élèves de lycée les 54 heures annuelles pour qu'ils soient consacrés spécifiquement à l'orientation. Les établissements devraient être mieux accompagnés dans la mise en œuvre du volet orientation de leur projet d'établissement et nous pensons que cette mise en œuvre devrait être suivie par le recteur dont c'est la fonction. Je dirais ce que vous en pensez. La proposition que nous faisons, c'est de charger les recteurs d'académie d'évaluer la mise en œuvre de l'accompagnement à l'orientation dans les établissements. Mais nous disons aussi que la compétence à s'orienter pourrait être aussi formalisée à travers un référentiel sans que pour autant on le traduise dans une notation. Et vous savez que l'ONICEP nous dit que ces compétences regroupent à la fois des capacités à recueillir, analyser, synthétiser, organiser des informations sur les formations et les métiers, mais aussi des capacités à se connaître soi-même. Les élèves, on le sait, donc, ont besoin d'un accompagnement particulier. On pourrait, c'est notre troisième proposition, évaluer les compétences des élèves à s'orienter selon un référentiel construit avec les experts et les acteurs de terrain. Nous proposons de généraliser les modules d'accompagnement à l'orientation dans la formation initiale et continue aussi des enseignants. Je crois que c'est un enjeu extrêmement important. Nous recensons dans le rapport de nombreuses initiatives qui témoignent d'une indéniable bonne volonté des acteurs de terrain, mais s'ils ne sont pas formés à la question de l'orientation, si on n'en fait pas une matière à part entière, comme nous le disons dans le rapport, ce sera extrêmement compliqué d'améliorer le système. Il apparaît de nos constats, et ce n'est pas une surprise, que les découvertes concrètes, les immersions sont particulièrement bénéfiques dans le processus d'orientation. Nous avons aussi, mais c'était déjà le cas dans notre rapport de 2013 sur la mobilité sociale des jeunes, et avec des résultats à l'époque, dit tout l'intérêt de la découverte des métiers et des formations dès le collège. Auparavant, c'était en 5e que ce parcours de découverte démarrait. Nous avons obtenu que ça démarre dès la 6e, et nous savons tout le bénéfice que peuvent avoir ces découvertes aux métiers et aux formations dès le plus jeune âge. La 5e proposition que nous faisons, c'est la nécessité de préparer à l'orientation les élèves dès le collège par des activités qui portent sur la connaissance de soi et sur la découverte des filières et des métiers. Il y a nécessité aussi de communiquer aux élèves et aux familles, dès le collège, un récapitulatif des interlocuteurs compétents sur les questions d'orientation. C'est là la difficulté, je pense, puisqu'il faut à la fois parler des enseignants, des psychologues de l'éducation nationale, des ressources de l'ONICEP, des centres d'information et d'orientation, et pouvoir donner une marche à suivre simple aux familles et aux collégiens sur notamment les modalités de prise de contact. Et c'est une proposition que nous faisons. Essayer d'avoir cette communication de récapitulatif de l'ensemble des interlocuteurs. Voilà, brossé à grands traits, les principales propositions que nous avons faites sur le volet orientation. Et si vous le voulez, nous pouvons, j'ai été relativement le plus concis possible dans ma présentation, aborder maintenant la phase des questions-réponses, si Madame la vice-présidente en convient. Merci beaucoup pour cette intervention qui effectivement est très riche. Hein. Vous avez à la fois brossé les difficultés
de la succession de réformes qui ont été importantes, et puis la difficulté effectivement de mettre en application ces questions d'orientation face à différentes catégories d'acteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est important que vous soulignez, hein, cette construction d'une culture commune à l'orientation qui ne va pas de soi, avec des moyens dédiés, avec, vous l'avez souligné, des temps pour les chefs d'établissement ou pour les professeurs principaux qui sont très étendus, et puis les positions peut-être de certaines catégories de personnes dans l'orientation qui, effectivement, qui sont on va dire, un point important à souligner. Alors, on va peut-être passer aux questions-réponses. N'hésitez pas, en tout cas pour les auditeurs, vous êtes assez nombreux dans la salle, vous êtes 131 à être derrière vos écrans, à pouvoir poser des questions, alors à la fois dans le fil de la conversation ou des questions effectivement la question, dans l'aspect questions-réponses. Nous, de notre côté, on va un petit peu les repérer, on va les modérer, et puis comme ça, on pourra passer à un échange qui soit le plus riche possible, notamment au travers justement de vos propositions, hein, que vous mettez très clairement en avant, en tout cas sur à la fois les personnes à impliquer dans cette culture, dans cette construction de culture de l'orientation, et puis des outils comme le référentiel de l'orientation. Je pense que c'est un point important, et toutes les approches entre les moments où on peut avoir des immersions, des rencontres entre le second degré, le SCO et le supérieur me semblent effectivement des éléments importants qu'on essaiera de mettre en application dans le projet L, mais qui sont déjà, on va dire, déjà bien avancés par différentes activités. Alors peut-être Maxime va faire la modération des questions. Il y a eu des questions qui sont arrivées au fil du temps. Est-ce que peut-être il y a des choses qui apparaissent, Maxime? Peut-être mettre ta caméra pour que voilà. Oui, oui, tout à fait. Alors Maxime, donc le chef de projet et qui joue le rôle du modérateur ce matin. Voilà, il y a déjà un certain nombre de questions. La première, c'est Monsieur le Recoq, je pense, Monsieur ou Madame Recoq, mais je pense Monsieur du lycée François 1er à Vitry, qui pose la question. Si vous pouvez activer votre micro, vous pouvez la poser en direct, même, ça peut être plus vivant. Et si vous ne pouvez pas, je vais la lire. Écoutez, je vais la lire dans ce cas-là. Merci pour ce rapport très vrai. Qu'en est-il des aides financières pour aider les établissements éloignés des organisations du supérieur? Déplacement des élèves, immersion. Voilà, ça c'est la première question. Alors, je vais être extrêmement clair. Les aides financières pour les établissements du second degré, c'est zéro. C'est-à-dire que quand le plan étudiant a été décidé en 2017, il a été prévu, programmé un certain nombre de budgets sur 5 ans et une somme, 867 millions d'euros, qui ont été fléchés sur la réussite, donc à la réussite des étudiants. Mais ces sommes-là ont été fléchées, alors c'est ce qu'on décrit aussi dans le rapport, essentiellement au départ c'est en train d'être corrigé pour une affectation qui n'avait rien à voir avec la réussite des étudiants au départ, notamment le dispositif WICI, qui permet une entrée conditionnelle dans l'enseignement supérieur et en première année avec un certain nombre de sessions de rattrapage, un accompagnement personnalisé et suivi. Bon, dans les premiers mois, les financements ne sont pas allés forcément sur ce dispositif WICI qui concerne quand même 13% des admis de Parcoursup. Mais la vraie difficulté, c'est que l'ensemble des crédits ont été utilisés dans l'enseignement supérieur, pas dans les lycées, pour favoriser une meilleure réussite des lycéens. D'ailleurs, cela recoupe un autre chiffre de la Cour des comptes, qui est donné dans leur rapport, qui indique qu'aujourd'hui, 43% des établissements, des lycées, consacrent un financement spécifique aux questions d'orientation. Vous voyez, donc c'est quand même une minorité. Ce n'est pas aujourd'hui une majorité d'établissements qui ont des financements spécifiques sur les questions d'orientation. Mais oui, donc ce que nous avons demandé, c'est que ces 860 millions d'euros sur 5 ans puissent être rééquilibrés et qu'on en consacre beaucoup plus notamment aux dispositifs qui
on le sait, sont aujourd'hui les dispositifs qui sont les plus efficaces. On a parlé d'immersion tout à l'heure, mais les échanges, ce qu'on appelle dans le continuum -3, +3, entre l'enseignement supérieur et les lycées, le fait de faire venir des anciens élèves lycéens pour qu'ils témoignent de leur expérience, de leur réussite et de leur parcours de formation. Bon, toutes ces initiatives-là doivent être mieux financées. De même que l'inscription dans des volumes horaires obligatoires dans les emplois du temps. Donc pour le moment, ce n'est pas prévu. Ça demande une correction extrêmement importante sur le plan budgétaire et financier. Au-delà des questions, j'indique vraiment que vous pouvez aussi témoigner et réagir. Moi, je suis autant ici pour vous donner un certain nombre de réponses, mais surtout pour recueillir aussi un certain nombre d'avis qui me sont précieux. J'enchaîne avec une autre question sur les 54 heures d'heures dédiées à l'orientation annuelle. Bonjour et merci beaucoup pour cette riche intervention. J'aurais voulu revenir sur la proposition d'inscrire les heures dédiées à l'orientation dans l'agenda. Cette mesure apparaît comme une solution pertinente et utile pour faciliter le processus d'orientation. Elle revient d'ailleurs assez souvent lorsqu'on interroge différents acteurs. Comment mettre en œuvre cela, sachant que les emplois du temps des jeunes et des professeurs sont déjà très chargés et que les professeurs courent après les heures pour pouvoir terminer leur programme? Merci encore pour votre présentation. Bien sûr, c'est une question d'arbitrage. Là, ça serait plus aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux professeurs principaux de nous indiquer un petit peu comment on pourrait faire. On connaît bien évidemment la tension qu'il y a sur bien évidemment les programmes aujourd'hui. Et malheureusement, je dirais que la matière qui n'en est pas une pour le moment, qui est l'orientation, l'éducation à l'orientation en particulier, j'aime bien ce mot-là, est un petit peu le parent pauvre et la dernière roue du carrosse. Donc c'est une variable d'ajustement dans les emplois du temps. Ça nous paraît complètement évident. Et donc la seule façon de sanctuariser, c'est de faire de la place, mais de façon officielle et de façon obligatoire pour que ces enseignements-là ne soient pas à portion congrue. Je dirais, c'est pareil pour l'éducation physique et sportive. Vous avez parlé de ma spécialité tout à l'heure. Le sport, la jeunesse, la vie associative. Bon, on se bat depuis très longtemps pour que nous ayons dans les établissements scolaires un volume d'horaires obligatoires d'EPS un peu plus important, mais surtout bien respecté. Bon. Et on voit bien que certaines disciplines ont plus de mal par rapport à d'autres, bien évidemment. Mais là, c'est plus aux professionnels de nous dire un petit peu comment ces heures pourraient s'insérer. Peut-être je rebondis sur cette question et sur ce que vous dites du rapport. En Finlande, notamment, l'orientation est conçue comme une matière à part entière. Et c'est l'une des préconisations que vous recommandez. Une matière à part entière, c'est-à-dire des grilles horaires, des professeurs dédiés, c'est ça qui se passe là-bas? Oui, alors en Finlande, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que l'orientation, elle est intégrée à l'enseignement dès l'école primaire. Donc, pas simplement au collège. Hein. Et donc, c'est vrai qu'au collège, il y a 2 heures hebdomadaires qui sont consacrées à l'orientation. Donc, c'est quand même énorme. Et il y a des enseignants spécialisés, en fait, qui vont être chargés d'organiser notamment les visites des entreprises dans l'environnement immédiat du collège, faire venir les intervenants extérieurs. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup, pour l'avoir vu fonctionner dans un certain nombre de collèges et d'établissements. La découverte des métiers, ceux qui en parlent le mieux, c'est quand même ceux qui sont dans ces métiers-là. Et donc, c'est très important de les faire venir, pas se reposer simplement sur les salons, les forums, où aujourd'hui, on a pu constater, nous, quand même, qu'on retrouvait toujours un petit peu les mêmes acteurs qui étaient là, parfois pour faire leur marché, d'ailleurs, auprès d'un certain nombre de lycéens qui sont assez peu inspirés par
par les processus d'orientation. Donc oui, en Finlande, il y a une politique d'orientation qui est beaucoup plus avancée, qui implique beaucoup plus les parents, voilà, les parents d'élèves. Vous savez qu'il y a quelques années, on avait lancé une expérimentation extrêmement intéressante qui s'appelle la mallette des parents, qui devait être généralisée, mais on a oublié l'aspect généralisation en cours de route. Ça peut arriver sur un certain nombre d'expérimentations. Tout comme il y a aujourd'hui l'expérimentation 30 minutes d'activité physique à l'école expérimentée à l'Académie Créteil. Là aussi, j'aimerais que dans une période de confinement où la sédentarité est devenue le problème de santé publique numéro 1 des jeunes générations, on puisse accélérer sa généralisation à l'ensemble du territoire. Mais en Finlande, on implique beaucoup les parents d'élèves et on implique beaucoup des intervenants extérieurs. Donc là-dessus, les parcours de découverte des métiers et des formations, tels qu'ils ont été élargis dès la 6e, répondent bien à ce principe-là. Ensuite, bien évidemment, on voit bien des différences entre établissements. Alors voilà, c'est mobilisation, motivation des équipes qui fait qu'il va y avoir une qualité qui va être très différente d'un établissement à l'autre et d'un territoire à l'autre. À propos de la place des familles, la place des parents, Madame Yoril Baudouin, la chef de service du SAIO du rectorat de Reims, a une question. Je peux lui laisser la parole à l'oral. Oui. Merci Maxime. Bonjour Monsieur le député, bonjour à toutes et tous. Dans les dernières préconisations que vous affichiez, vous disiez il faudrait que les familles sachent vers qui se tourner davantage. Est-ce qu'il y a d'autres préconisations concernant par exemple la coéducation ou la place des parents dans le processus d'orientation, s'il vous plaît? Oui, alors bien évidemment, la période actuelle rend très compliqué les contacts entre parents d'élèves et notamment enseignants. Je vois que je suis convié, moi, mardi, à une visio pour présenter la plateforme Parcoursup par rapport à mon garçon qui est en terminale. Les contacts physiques, bien sûr, ont été moins fréquents. Je disais tout à l'heure que la notion de classe a tendance à se diluer aussi, donc rendant peut-être plus compliqué les contacts entre parents et enseignants, donc en particulier sur les questions d'orientation. Donc, il y a nécessité à trouver des moments. C'est lié, je dirais, à la question des 54 heures aussi qu'il faut graver dans le marbre, qui permettent que vraiment les parents d'élèves puissent, sur des demi-journées, des matinées, un samedi matin par exemple, avoir une présentation et une possibilité d'échange avec l'ensemble des équipes éducatives et pédagogiques dans les établissements pour faire le point 1 ou 2 fois par an sur les questions d'orientation. Alors, ça se fait dans un certain nombre d'établissements, mais encore une fois, c'est la seule façon d'associer au mieux, parce qu'aujourd'hui, sinon, on fonctionne par mail et par visio. Alors, je ne dis pas que la visio n'a pas de qualité, au contraire, aujourd'hui, on a vu que la visio dans les questions d'accès à l'information et aux modalités d'orientation avait permis à un certain nombre aussi de lycéens, peut-être, dans les territoires les plus excentrés, n'ayant pas un accès aux grands salons, aux forums qui ont lieu dans les agglomérations, d'avoir accès à une information. Donc il y a aussi un progrès. Mais rien ne peut remplacer le contact humain, l'échange physique et le conseil et l'accompagnement individualisé. Donc par rapport à cela, si on veut une orientation moins subie et plus choisie, la nécessité de contact entre les parents d'élèves et les équipes en charge des questions d'orientation doit être aussi là aussi une obligation. Merci, monsieur le député. Avant de passer la parole à monsieur Zavatiero, qui avait une question, il y a 2 remarques. Une première de madame Almine Riech, qui nous dit que nous avons effectivement des difficultés à trouver des professeurs principaux.
En trouver 2 en terminale relève du véritable défi, sachant que, comme vous l'avez souligné, la notion de classe est désormais toute relative. Une réflexion se pose donc aussi sur le rôle du conseil de classe dans l'accompagnement à l'orientation et le découpage trimestriel ou semestriel de l'année, car les conseils de classe à 40 professeurs, c'est interminable et inefficace. Voilà, j'ai rien à rajouter, je partage complètement le constat. Voilà. C'est peut-être un effet qui n'a pas été complètement pensé et évalué, ce qu'on appelle l'évaluation ex ante, c'est-à-dire avant de produire une réforme, on fait des études d'impact, on regarde quelles vont être les conséquences à année plus 1, année plus 2, année plus 3. Bon. Voilà, pour avoir échangé régulièrement avec Pierre Mathieu, qui a été la personne qui a été missionnée sur cette réforme-là, bon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas été complètement anticipées. Je remarque par exemple, pour en revenir à la question du sport, vous allez me trouver monomaniaque, mais que par exemple, le ministre de l'Éducation nationale a récemment proposé que l'EPS devienne un enseignement de spécialité à partir de la rentrée 2021. Donc ça veut dire pour le bac 2022. Ce qui veut bien dire quand même qu'on n'y avait pas pensé auparavant. Donc, dans la réforme initiale, on n'avait pas pensé à mettre l'éducation physique et sportive comme étant un enseignement de spécialité que les élèves lycéens pouvaient choisir, ce qui bien évidemment me chagrine. Merci beaucoup. Monsieur Zavatiro, si vous pouvez activer votre micro, je vous laisse la parole. Activé ? Oui, c'est bon, il est activé. Très bien, merci. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis proviseur à Metz. Je voulais déjà vous remercier, monsieur le député, pour la justesse de votre propos concernant le quotidien des établissements scolaires et notamment en termes de gestion des différentes activités qui sont les nôtres et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés encore plus en ce moment avec des échéances qui se bousculent un petit peu en termes de partition des activités qui relèvent du cours, de l'orientation, etc. Donc ça, c'est vraiment une difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Vous avez évoqué également le numérique et nous convenons aisément de la nécessité à entrevoir un accompagnement soutenu peut-être, de manière à harmoniser l'appropriation de l'outil par tous les publics et sans les effets de la disparité sociale que vous avez également évoqué, et ça nous semble pertinent de renforcer ce compartiment de jeu. Nous savons aussi par ailleurs que dans la région Grand Est, nous avons été, en tout cas nos élèves, dotés d'ordinateurs et on en a apprécié l'utilité à bien des égards, y compris au niveau de l'orientation. Ça s'avère être un outil extrêmement indispensable et auquel nous pouvons avoir recours, même si, vous l'avez souligné, le contact en présentiel demeure essentiel et extrêmement intéressant. Je voulais simplement partager avec vous une inquiétude à laquelle vous avez été, au cours de votre étude, peut-être sensibilisé, qui relève de la voie technologique industrielle. La réforme du lycée fait que l'offre maintenant qui est proposée aux élèves en fin de seconde fait qu'il y a en quelque sorte, j'emploie sciemment le terme, un désamour pour la voie technologique industrielle dont on sait qu'elle est porteuse en termes d'emploi, dont on sait qu'elle est porteuse en termes de déroulement de carrière, qu'elle offre de belles perspectives et on mesure bien son intérêt. Mais force est de constater qu'actuellement, et ça a été partagé y compris avec notre recteur de l'Académie de Nancy-Metz, elle était en fortement. Donc peut-être que là, aussi au gré des mécanismes qui sont mis en place par rapport à l'orientation, je parle là des immersions pour lesquelles vous avez aussi porté un accent fort, ça nous semble peut-être un moyen de remédier à cela parce qu'on est vraiment très inquiet. Et l'inquiétude, elle porte aussi sur une autre matière qui s'appelle sciences de l'ingénieur, qui fait les frais, entre guillemets, et toute proportion gardée, de la réforme du lycée, puisqu'auparavant, c'était une discipline, un enseignement phare qui conduisait au métier de l'ingénierie et qui était extrêmement prisé. Maintenant, le fait que nos lycéens sont amenés à faire des choix, et vous allez peut-être être confronté à cela avec votre enfant, sont amenés à faire des choix et à recentrer sur 2 spécialités à l'issue de la classe de première, cet enseignement est en perte aussi de vitesse, alors qu'on imagine qu'il a tout son sens dans les métiers de l'ingénierie. Ce sont également nos collègues du supérieur qui nous le disent. Ne pourrait-on pas imaginer
qu'on en fasse et qu'on communique là-dessus dans le cycle, dans le parcours terminal, première terminale, un passage pas obligé, mais fortement recommandé, même si en terminale c'est abandonné, pour tous les élèves qui se prédestinent à des études ayant trait à l'ingénierie. Voilà, je vous remercie pour vos réponses. Alors là, moi, je partage tout à fait ce que vous venez d'indiquer là, sur la fin de votre intervention. Comme ça, je ne suis pas psychologue et bon, je comprends aussi quand même que nous sommes dans une période très compliquée pour les jeunes lycéens qui doivent à la fois subir des effets et des conséquences dramatiques de la crise sanitaire, des confinements successifs, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan tout simplement de la vie sociale, hein, et de leur citoyenneté. Et en même temps, comme on dit souvent, être un petit peu ce qui essuie les plâtres d'une réforme qui touche beaucoup à l'orientation, mais dont on ne peut pas encore mesurer complètement les conséquences. Et c'est vrai que beaucoup de lycéens, quand on discute avec eux des choix qu'ils sont amenés à faire lors de l'année de première, notamment de spécialité, leur principale crainte est de se tromper et de ne pas avoir la possibilité par la suite de revenir en arrière par rapport à un certain nombre de choix, c'est-à-dire que quelque part, choisir des spécialités qui les conduiraient à fermer des portes à une possible réorientation. Et c'est souvent des lycéens qui sont amenés à choisir plutôt des enseignements de spécialité dominantes économiques, sociales, sur les sciences humaines, on va dire, au détriment des enseignements plus scientifiques. Et notamment ceux qui, à un moment donné, peut-être se diraient, bon, je sais pas, finalement, je voulais faire Sciences Po ou une formation assez pluridisciplinaire, et puis finalement, j'aurais envie de faire des études de commerce ou d'être ingénieur, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Et cela se pose énormément de questions sur la possibilité de revenir en arrière. Voilà. Alors, puisque j'ai vu sur le fil aussi une question là-dessus, bien évidemment, ça a des conséquences derrière dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le paye, on le paye de façon considérable sur les coûts de réorientation. Donc, si on pouvait éviter ces coûts de réorientation que la Cour des comptes a évalué à 550 millions d'euros, si on avait ces 550 millions d'euros pour améliorer le système en amont d'orientation pour éviter que les erreurs soient commises dès le départ, on s'éviterait ces coûts de réparation à faire le dispositif ici, par exemple, qui commence à se mettre en place, qui commence à reproduire des résultats, et on s'éviterait les réorientations au bout de la première, la deuxième, la troisième année, dans l'enseignement supérieur, en particulier dans les universités, où il y a un taux d'échec qui est considérable. Donc, voilà, quant au désamour que vous avez évoqué sur les questions, les voies technologiques et les filières industrielles, là, la question que je me pose, c'est est-ce que ce désamour constaté partout, moi je suis dans une terre industrielle ici dans la Loire, hein, une grande terre industrielle, comme vous dans le Grand Est, est-ce que ce désamour il date simplement des premiers effets de la mise en œuvre de la réforme du lycée, ou est-ce que c'est un désamour qui est plus ancien, plus lointain? Moi, je pense que là-dessus, vous avez tous des certitudes. Je pense quand même que ça remonte un peu plus en arrière. Alors, monsieur le député, je vous propose de finir avec une question de Marie-Olivier qui concerne l'importance des tests psychologiques et finalement leur sous-utilisation en France. Et à l'oral, je pense, parce que Marie-Olivier a... Est-ce que vous m'entendez? Et puis ensuite, j'aimerais bien passer finalement à l'autre aspect du rapport qui est aussi l'enseignement supérieur, parce qu'un certain nombre d'entre nous travaillons dans l'enseignement supérieur.
Donc, et le cœur de notre projet est aussi le lien entre le scolaire et le supérieur. Donc, on va essayer d'aborder ces questions dans le film. Voilà. Madame Olivier. Bonjour, monsieur le député. Bonjour à toutes et tous. En fait, je pense que l'une des clés de l'orientation, au-delà de la connaissance des filières et des métiers, qui, admettons-le, en France est extrêmement complexe, en tout cas les filières, c'est la connaissance de soi. Et voilà, ma question, en fait, c'est est-ce que la France envisage enfin de développer sa culture en matière de tests psychologiques, qui est historiquement extrêmement faible, alors qu'on dispose d'outils on aime à les qualifier d'objectifs, ils ne le sont pas vraiment, mais en tout cas, ce sont de bons outils qui nous donnent des connaissances, notamment sur la prédiction de la réussite et d'une bonne orientation, parce que ce n'est pas le tout de trouver un métier, mais de trouver un métier dans lequel on s'épanouit, c'est important. Voilà, et donc ma question, c'est est-ce qu'on va enfin développer la culture des tests en France? Tout à fait. Alors, c'est une question qu'on aborde effectivement de façon générale. Si je voulais résumer le problème aujourd'hui de l'orientation dans notre pays, c'est que l'orientation n'a pas la place qu'elle devrait dans le système éducatif. On manque d'informations. Vous avez dit, effectivement, et l'ONISEP le rappelle, que nous avons une multitude de formations et c'est très compliqué d'en assurer une information exhaustive. Il y a un manque de lisibilité de notre organisation et il y a de nombreux intervenants qui ne sont pas suffisamment coordonnés. Voilà. C'est ce que j'ai un petit peu développé dans mon introduction. Ça mériterait quand même qu'on réfléchisse à l'articulation des missions dans les textes officiels de l'éducation nationale concernant ses principaux acteurs. Parce que le CNESCO, d'ailleurs, quand on avait un vrai outil d'évaluation du système éducatif, parce qu'en ce moment, si vous trouvez des travaux intéressants qui ont été produits par le nouveau Conseil national de l'évaluation, vous me le signalez. Enfin bref, le CNESCO, en 2018, avait pointé cette organisation paradoxale du système d'orientation. C'est-à-dire qu'on a des personnels qui sont explicitement formés aux questions d'orientation, qui sont les psychologues de l'éducation nationale, et pourtant, ils sont programmés dans les textes officiels pour être des auxiliaires, finalement, dans la procédure d'orientation par rapport aux enseignants qui, eux-mêmes, ne sont pas forcément formés. Donc là, il y a quand même un sujet, quoi. Il y a quand même un sujet. Et autant, moi, je pense que de ce côté-là, on pourrait d'ailleurs insister sur le fait que ces psychologues d'éducation nationale, on peut les spécialiser sur les tâches, justement, d'accompagnement des élèves les plus en difficulté dans leur processus d'orientation, sur le décrochage, c'est déjà prévu. Mais utiliser à plein leurs compétences. Et effectivement, les tests psychologiques, la question de la connaissance de soi, alors c'est tout à fait indiqué d'ailleurs dans le projet de référentiel de l'ONISEP. Je pense qu'effectivement, on doit commencer par là. On doit commencer par changer complètement la façon d'aborder l'orientation dans notre pays. Alors, on s'attaque à l'enseignement supérieur. Il y a une remarque intéressante en introduction de M. Pierre Moulin, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Lorraine. Si il peut activer son micro. Oui, bonjour. Vous pouvez la poser, voilà, à l'oral, ce sera plus agréable. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, monsieur le député. Merci pour cet exposé liminaire tout à fait clair. Moi, je suis très investi depuis des années sur les questions d'orientation, notamment des lycéens dans le supérieur, et je me sens souvent assez seul, puisque ça ne fait pas. Il y a toute une série de collègues qui considèrent que l'orientation, ça fait pas partie de leur métier, c'est pas de leur ressort, c'est pas de leurs compétences. Avec des enseignants, des collègues qui sont déjà surchargés. Donc, mobiliser des collègues pour faire diffuser de l'information dans les lycées, je vois à quel point c'est compliqué. Là aussi, donc là, j'ai du mal souvent à activer des leviers pour maintenir cette motivation chez les collègues sur les questions d'orientation, alors que par ailleurs, on a quand même beaucoup
collègues qui sont quand même soucieux de la réussite, effectivement, surtout en première année, et lutter contre l'échec. Donc là, il y a toute une série de dispositifs, mais on voit bien que l'orientation, c'est la 50e roue de la charrette, j'allais dire, et ça fait pas du tout partie c'est absolument pas valorisé dans les carrières des enseignants-chercheurs. Actuellement. Et puis la deuxième remarque que j'avais à faire, c'était sur la question du numérique, où là on a pu tester en grandeur nature, notamment des forums sur l'orientation, tels que Oriaction, qui est la grand-messe de l'orientation en Lorraine chaque année, à Metz ou à Nancy, et là effectivement avec des plateformes numériques. Et un bilan extrêmement mitigé, là, enfin, de notre point de vue du côté enseignant, là, puisque on a eu très très peu d'échanges finalement en direct. Alors peut-être effectivement des clics qui ont été quantifiés de manière très précise sur telle ou telle demande d'information, etc. Mais finalement quelque chose de très insatisfaisant en tout cas du point de vue des équipes enseignantes. Et là, par contre, on nous propose là aussi pour des journées portes ouvertes, pour la CAP sur le SUP, toute une série d'initiatives du même type. Alors, j'ai pas de solution, hein, là, je vous parle à cœur ouvert, j'allais dire. Hein. J'ai pas de solution, mais là, compte tenu effectivement de la situation épidémique qui nous oblige à rester à distance, ça reste pour nous très compliqué et voire insatisfaisant. Donc voilà, ça c'était des remarques que je voulais soumettre à votre sagacité. Merci pour votre écoute. Non, mais c'est intéressant. Et alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, cette idée de professeur référent auprès des élèves qui pourraient les suivre dans le temps. Alors moi, c'est vraiment, je pense même que ça devrait être de la seconde à la terminale. L'intérêt d'un suivi personnalisé, c'est vraiment d'être inscrit dans la durée. Ça me paraît être une piste prometteuse. La question que vous souleviez sur... bon, peut-être que vous avez des expériences dans le Grand Est qui sont intéressantes d'échanges et de -3+3 et d'immersion croisée entre lycéens et étudiants, mais toutes les formes de tutorat, de parrainage, aujourd'hui, c'est quand même des possibilités qui, on le sait, améliorent l'efficacité, améliorent les dispositifs d'orientation quand elles sont mises en œuvre. Je ne sais pas, par exemple, si sur les cordées de la réussite et maintenant fusionné avec les parcours d'excellence, même si certains décrivent le fait que ça ne s'adresse qu'à une petite partie des élèves en situation de difficultés scolaires ou d'établissements d'éducation prioritaire, certes, mais c'est quand même là aussi des dispositifs qui sont extrêmement intéressants parce qu'il faut intervenir des acteurs qui viennent de l'extérieur, qui sont soit sur le plan culturel, scientifique, sur le plan de leur métier, quand même, là aussi des potentiels déclencheurs de vocation. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez ces expériences-là qui permettent des échanges entre l'enseignement supérieur et lycée, et comment vos équipes pédagogiques sont mobilisées là-dessus. Mais moi, je crois beaucoup à cela. Et ça permet souvent d'éviter un taux d'échec trop important lors de la première année dans l'enseignement supérieur, quand on connaît mieux ce à quoi on est destiné. De même que les stages d'observation professionnelle. Alors cette année, bien évidemment, en troisième, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup sont décalés, voire annulés. Mais ça fait partie quand même des modalités, à un moment donné, même si troisième, c'est un peu tôt, de se dire, voilà, j'aimerais bien faire ce métier, je vais aller voir quand même ce qu'il en est véritablement dans la vie au quotidien, même si c'est quelques jours. Moi, je crois que c'est un des outils qu'il faut continuer à utiliser. Voilà. Mais on ne le fait pas assez sur la tranche seconde terminale.
Alors moi, je peux peut-être souligner qu'effectivement, ça fait partie des ambitions du projet L, savoir vraiment mettre en place un dialogue entre les enseignements du second degré et les enseignants du supérieur. Alors, il y a des choses qui se font alors, au travers des réformes. Je pense, au travers du but, il y a eu beaucoup d'interactions entre le bac-3, bac+3. Mais c'est vrai que ça fait partie effectivement d'une des grandes actions du projet de pouvoir jouer ce continuum entre le second degré et le supérieur. Sur le thème de l'accueil des nouveaux étudiants, il y a une question de M. Denis Hamel, qui est chef de service adjoint au SAIO du rectorat de Reims. Bonjour Monsieur le député, est-ce que vous m'entendez? Faiblement. Bonjour à tous. Donc, ma question portait effectivement sur l'accueil des étudiants dans l'enseignement supérieur. Vous l'avez évoqué dans vos propos. Et je voulais savoir si vous aviez déjà fait une analyse par rapport à ce décrochage, entre guillemets, des étudiants de l'enseignement supérieur et éventuellement donner quelques pistes de solutions pour les réorienter. Et est-ce qu'ils sont tous effectivement en échec ou est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être envisagées? Merci. C'est plus particulièrement sur le dispositif WICI ou de façon plus globale aujourd'hui sur la nouvelle situation, je dirais, liée à la crise sanitaire, parce que on est nombreux à aujourd'hui prôner non pas la réouverture en présentiel total des établissements d'enseignement supérieur et des universités, mais à aller par contre plus vite dans la possibilité ouverte d'avoir des demi-groupes ou des quarts de groupe ou des groupes à effectifs restreints, notamment de première année et d'étudiants les plus en difficulté, y compris sur le plan académique, sur le plan universitaire. Là, dans la période actuelle, là, il y a vraiment urgence, parce que pour certains, ça va faire maintenant quasiment un an sans contact physique avec les universités, avec leurs collègues aussi, étudiants. On voit je vous renvoie aux travaux de la commission d'enquête qu'on vient de remettre avec Marie-Georges Buffet à l'issue de 6 mois d'audition sur les conséquences de la Covid-19 sur les enfants, les adolescents et les étudiants, sur la jeunesse de façon plus importante. Les besoins aujourd'hui en accompagnement psychologique. Bon, alors, on va encore avoir une mesure d'urgence là, mais c'est un problème structurel. Hein, et comme il n'y a pas assez de psychologues de l'éducation nationale ou de médecins scolaires, il n'y a pas assez d'effectifs psychologues pour suivre aujourd'hui les étudiants. On est très très loin des ratios qui sont préconisés au niveau international, hein, un psychologue pour 1500 étudiants, je crois. On doit être à 1 pour 23 000 ou 1 pour 30 000. Donc aujourd'hui, si vous parlez du dispositif WICI en particulier, nous, on a eu l'occasion d'y revenir parce que, notamment, on a pu évaluer ce qui s'est passé sur la dernière année. Et sur les 100 000 candidats à qui on avait fait une proposition de WICI à l'issue de la procédure de Parcoursup, il y en a à peu près 30% qui ont accepté cette proposition. Donc, ça veut dire à peu près 30 000 étudiants. Et ce qu'on a pu regarder au niveau de la première étude qui a été réalisée en juin 2020, c'est plutôt un impact positif sur l'assiduité des étudiants. Dans la première année, ça a été moins évident. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une assiduité dans l'ensemble des universités sur le dispositif WICI qui avait été constatée par la Cour des comptes. Il y a eu un redressement de ce point de vue-là et visiblement plutôt des effets
positif, notamment sur la réussite des néo-bacheliers, des filières technologiques et professionnelles. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'était un des objectifs de la réforme associée. Et donc, je crois que ça renforce tout à fait l'idée qu'il faut qu'aujourd'hui, on mette le paquet sur l'orientation active dès le lycée, éviter ces orientations par défaut, améliorer, vous le faites hein, dans votre région, la continuité pédagogique et administrative entre le secondaire et le supérieur, et puis avoir ces dispositifs d'accompagnement pour un certain nombre d'étudiants qui ont du mal à être en parfaite autonomie quand ils arrivent dans leur première année et qui souvent sont en échec très vite dans les premiers mois. Donc, je pense qu'il faut encore laisser un petit peu de temps à ce dispositif-là, mais il paraît plutôt bien engagé là où il a été fait sérieusement. Votre propos suscite beaucoup de réactions. J'en liste juste quelques-unes. Une de M. Serge Odoff qui dit « 2 stages seraient intéressants. Le premier en entreprise pour le long terme, pour le métier en soi, et le deuxième dans un établissement de formation en immersion pour le moyen terme. » Je pense que dans ce cas-là, on parle d'une immersion un peu plus longue que seulement 1 jour à l'université ou des dispositifs similaires. Oui, je rajouterais même, moi je milite pour un parcours de citoyenneté où on valorise aussi les engagements, et pas simplement la scolaire, hein, bien évidemment, mais les engagements extrascolaires, associatifs, sportifs, des élèves et des collégiens, puisqu'on est censé avoir aussi, parmi les parcours d'avenir, un parcours citoyenneté aussi, qui recense l'ensemble des expériences, notamment des collégiens, quand ils s'impliquent dans des projets associatifs, quand ils sont par exemple jeunes bénévoles, jeunes arbitres à l'UNSS, ou quand ils se sont impliqués dans un projet à dimension humanitaire ou caritatif aussi à travers le foyer social dans leur établissement, bon, par exemple, et voir comment ça s'articule bien avec les autres possibilités d'engagement aujourd'hui, en particulier le service civique, essentiellement le service civique. Je ne parle pas du service national universel, qui est un dispositif moribond et inutile, on va dire, voilà, donc qui sera sans doute jamais mis en œuvre, en tout cas qui est très redondant avec le service civique, mais apparemment le service civique, c'est un dispositif utile. Donc là, on vient en plus, le gouvernement a décidé, c'est une bonne chose, d'augmenter le nombre de plus de 100 000. Je ne sais pas si ça sera mis en œuvre parce qu'il faut trouver les structures d'accueil. En ce moment, ce n'est pas le plus facile. Et il faut trouver la disponibilité aussi des jeunes. Enfin, certains jeunes vont sans doute profiter, entre guillemets, de leur période où souvent, ils ne peuvent pas atterrir forcément sur le marché du travail. Donc, certains sont en train de poursuivre leurs études, de reporter leurs études, de passer même parfois d'autres diplômes, au risque d'être surdiplômés. Certains vont faire une année de césure, et puis d'autres vont peut-être se dire bon, je vais faire un service civique, histoire de me poser, de réfléchir aussi à mon projet personnel. Sauf que bon, service civique, c'est un engagement dans le cadre d'une mission d'intérêt général. Ça ne doit pas être forcément simplement axé sur l'insertion professionnelle. Au contraire, ça n'a pas été fait pour cela. Mais ça peut aider à avoir des déclics, à avoir aussi de l'expérience. Et ça marche très bien. Et voilà, moi, je crois beaucoup au fait que le parcours de citoyenneté doit être aussi articulé au processus d'orientation et qu'on ne soit pas simplement sur le scolaire, la découverte des métiers, des professions. Mais vous avez raison, sans doute que 2 stages, il y a ceux aussi qui sont faits en seconde, hein, mais que plusieurs stages soient réalisés et qu'on multiplie ces possibilités, y compris sur le mode volontaire. Il nous reste 10 minutes dans notre échange. Je vous propose de prendre peut-être 2 dernières questions, éventuellement une 3e si on a le temps. Il y a une question sur la mobilité et puis il y en a une sur le numérique. Alors sur la mobilité, c'est Véronique, je pense que c'est Véronique Schloup du service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. Je peux lui laisser la parole si elle a son micro allumé. Oui. Bonjour.
Bonjour à tous. Oui, dans votre rapport, vous mentionnez le manque de mobilité des jeunes comme étant un facteur qui ne favorise pas la réussite, je dirais, ou avec des jeunes qui restent proches de leur milieu familial ou familier pour la poursuite d'études. Et on sait qu'il y a un fort travail qui est réalisé par les services pour amener les jeunes à bouger et à s'émanciper. Et en parallèle de ça, on voit se développer des campus connectés sur tous les territoires. Et donc, j'essaie de savoir comment on peut concilier ces deux approches. D'un côté, on essaye de sortir les jeunes de leur territoire. Et de l'autre côté, on apporte l'enseignement sur les territoires, permettant aux jeunes de rester dans leur univers familier, familial. Voilà, donc j'essaye juste de voir comment on peut concilier ces deux approches. Alors, vous avez parfaitement raison. La proximité de l'offre de formation en enseignement supérieur est un facteur clé de poursuite, hein. C'est évident, et en particulier dans les filières plus technologiques ou professionnalisantes. Et dans les régions ou les territoires aujourd'hui les plus reculés. Bon. Donc, par exemple, une université pluridisciplinaire de taille moyenne comme celle de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, avec à peu près 20-25 000 étudiants, il faut savoir que 80% de ces étudiants sont issus de 3 départements, hein, la Loire, le département de la Loire, où on est à Saint-Étienne, la Haute-Loire et l'Ardèche. Et ce qui fait aussi sa force, aussi en termes de, je dirais, de bassin d'emploi, de dynamisme aussi avec les acteurs économiques du territoire. Mais on le voit bien à Roanne, par exemple, qui est quand même situé au nord du département. Vous avez ces mêmes situations vous-même dans votre région, je pense, à 80 km de Saint-Étienne. On voit quand même que les étudiants rouennais, ils ont un IUT, bien évidemment, à Roanne, mais sont confrontés à cela. Il y a Lyon, qui n'est pas très loin, fort heureusement. Mais l'éloignement peut être un motif aujourd'hui de non-poursuite des études. Parcoursup, dans la philosophie générale du processus, est plutôt à encourager les mobilités géographiques. Alors, on commence à en voir un petit peu le résultat, puisque sur Paris, on a ouvert l'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur aux non-parisiens. Donc, ceux qui en ont essentiellement profité là, dans la dernière campagne, ce sont les universités, on va dire, d'Île-de-France, la proche région parisienne, et qui eux-mêmes, du coup, par effet domino, sont en capacité d'accueillir un petit peu plus d'étudiants aussi d'autres régions. Mais un des facteurs d'affectation de Parcoursup, hein, en dehors des facteurs sociaux, hein, les taux de boursiers, la question du vœu, bien évidemment, c'est aussi la mobilité géographique qui fait qu'on réserve aussi un certain nombre de places dans Parcoursup à des étudiants venus d'autres académies. Pour moi, c'est très important. Certaines filières comme les STAPS le font d'ailleurs en spécialisant les STAPS un peu partout en France, qui permet quand même aussi un brassage au niveau des étudiants, quand il n'y a pas trop de tension, même si c'est une filière qui reste quand même très en tension. Donc, il ne faut pas perdre de vue cela. Et la mobilité internationale, bon, là, même si là, il y a une grosse parenthèse, je pense quand même, on va en mesurer les résultats très concrets avec la crise sanitaire, mais pour moi, y compris, quand je parlais tout à l'heure de parcours de citoyenneté, je pense qu'il faudrait inscrire quasiment l'obligation d'une mobilité étudiante à un moment donné. On est allé avec Jean-Frédéric Poisson en 2013 au Danemark pour voir des jeunes étudiants de Normandie qui étaient en IUT, qui étaient en immersion au Danemark. Je trouve que là-dessus, à condition que ça profite à l'ensemble des jeunes, quelles que soient leurs conditions, il y a véritablement à penser maintenant les parcours de formation, d'orientation et d'insertion progressive sur le plan professionnel dans un cadre de mobilité. Voilà. Alors, ça peut être la mobilité géographique à l'intérieur de nos frontières, et ça peut être l'expérience au niveau européen ou au niveau international.
Et donc, je pense que voilà, en tout cas, on a plutôt aujourd'hui une procédure qui va favoriser cela, mais comme vous le dites, les campus connectés peuvent aussi être finalement un prétexte pour rester sur son territoire, tout simplement. Je laisse la parole pour la dernière question à Madame Laurence Naert, qui est la déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation pour la région Grand Est, qui a une question sur le thème important du numérique que vous avez déjà mentionné. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc tout d'abord, effectivement, je vais revenir sur la remarque de Monsieur Moulin que je salue par ailleurs, sur effectivement le salon Réaction. C'est vrai que c'est les circonstances qui nous ont conduit effectivement à développer un salon virtuel. Et un des premiers enseignements qu'on en tire, c'est qu'effectivement, ça renforce l'idée que vous avez évoquée sur l'accompagnement qui est nécessaire, l'accompagnement humain, puisqu'on voit que, que les jeunes lycéens qui sont pourtant très sur les réseaux sociaux et qui utilisent le numérique d'un point de vue personnel, finalement, sont très peu à l'aise pour communiquer avec des représentants des formations, voire des psy-UM sur des salons virtuels. Donc là, c'est déjà effectivement un enseignement. Donc on est conscient que toutes ces opérations virtuelles qu'on aura menées cette année ne sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Pour autant, je rappelle à M. Moulin que le travail se fait aussi au quotidien dans les établissements scolaires, où là, il y a effectivement un accompagnement humain et que, bien évidemment, dès qu'on pourra remettre des relations humaines entre l'université et les lycées, on ne manquera pas de le faire et on le fait à travers le projet L. Ma question portait effectivement de façon plus précise sur les outils numériques. Vous avez évoqué qu'il y avait pas mal d'outils numériques. Est-ce que vous avez pu effectivement en faire une analyse pour repérer ce qui serait plus pertinent que d'autres? Vous avez évoqué la notion de labellisation. Est-ce que ça vous paraît effectivement une priorité aujourd'hui? C'est vrai qu'on est confronté à pas mal de startups qui nous font des propositions d'outils et on est un petit peu démunis pour effectivement repérer ce qui est plutôt pertinent par rapport à d'autres outils. Merci. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une mission d'information parlementaire de la Commission des affaires culturelles qui a été présidée d'ailleurs par le président de la Commission des affaires culturelles, Bruno Studer, qui a rendu, là-dessus, je vous renvoie au site de l'Assemblée nationale, un rapport intéressant sur la question du numérique à l'école, que vous pourrez retrouver. Là, vous avez parfaitement raison. On a besoin, je pense, par rapport à ce qu'on est en train d'observer, c'est-à-dire aujourd'hui une multiplication, un foisonnement d'initiatives. Alors, je disais tout à l'heure, et souvent d'initiatives d'acteurs privés, donc qui le font dans un souci de rentabilité. Donc, on peut après s'interroger sur les processus qualitatifs. On a besoin d'un service public de l'information et de l'orientation fort au niveau national. Pas perdre de vue cela. Je vois bien que les régions essayent de s'organiser. Certaines d'ailleurs se complaisent je dirais, à mettre en exergue et en valeur uniquement les formations issues de leur propre région. D'autres jouent le jeu en mettant aussi l'ensemble des offres de formation répertoriées, notamment par l'ONICEP. Donc, on voit qu'il y a plusieurs comportements dans les régions, mais il ne faut pas que nous allions vers un système à multiples vitesses, ou à 15 ou à 16 vitesses, de ce point de vue-là. Donc, pour le coup, effectivement, si on peut, on a des acteurs éminents on oublie souvent de parler de l'ONICEP, qui produisent un travail remarquable, que l'on mette à disposition de l'ensemble aujourd'hui de nos jeunes qui souhaitent pouvoir avoir un accès fiable et un accès à l'information exhaustif. Ça, c'est très important. Et qu'on n'ait pas une information à géométrie variable en fonction des régions et des outils qui ont été mis en place dans les régions. D'autre part que certaines régions ont mis en place des agences de l'orientation. Voilà. Donc là, empiétant très clairement sur des compétences qui ne sont pas de leur ressort, puisque la seule compétence qui est dévolue aux régions, c'est celle de l'information, ce qui est quand même assez différent. Donc, il faut qu'on préserve ça.
Par ailleurs, c'est aussi vrai pour les personnels chargés de l'orientation. Il faut qu'ils restent dans un cadre national, celui de l'éducation nationale. Et même si il s'agit de mieux clarifier, et ça c'est notre rôle aussi de législateur, dans l'évaluation, ce que font les uns et les autres pour qu'il n'y ait pas de doublons quelque part. Bien, merci. Ça sera la dernière question. Nous arrivons au terme de cette conférence introductive. Et effectivement, une fois de plus, au nom de l'équipe L, au nom de toutes les personnes qui participent ce matin, je vous remercie, Monsieur le député, d'avoir à la fois présenté vos conclusions de ce rapport, que j'invite effectivement l'auditoire à les regarder de plus près pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Et puis, merci en tout cas pour cette qualité d'échange, la disponibilité et la réactivité dont vous avez fait part et qui permet effectivement d'alimenter les réflexions sur cette question, évidemment, où on pourrait encore débattre de nombreuses heures sur les questions d'orientation. Alors, une fois de plus, merci beaucoup. Et j'invite effectivement, je vous invite, mais aussi les personnes qui sont dans l'auditoire, à poursuivre cette matinée sur cette journée de lancement où nous allons avoir maintenant une conférence de presse qui sera un peu plus officielle avec les recteurs et les présidents qui sont, on va dire, liés au projet L, sur le lien qui vous a normalement été envoyé dans les invitations que vous avez dû recevoir. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à renvoyer un petit mail sur l'email générique et le lien vous a été mis également sur le fil de discussion pour celles et ceux qui ne l'auraient pas eu. Merci beaucoup en tout cas, et puis de ce temps d'échange, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et je pense que sur les questions de lien entre le Bac-3, Bac+3, il n'est pas, peut-être nous reviendrons vers vous pour continuer nos échanges dans un moment un peu plus lointain de ce projet. Merci beaucoup, Monsieur le député. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir et à tout de suite pour ceux qui nous suivent. Merci beaucoup.